Bonsoir mes amis, dans la précédente vidéo, la numéro 109, nous avons abordé les grandes lignes de deux structures psychiques que sont la névrose et la psychose. Cette vidéo avait pour but de comparer ces deux manières fondamentales de fonctionner face à une réalité perçue comme trop angoissante. Nous avions expliqué que, dans la névrose, certains événements réels marquants peuvent laisser une empreinte durable sur notre psychisme. Ces événements sont alors interprétés d'une manière très personnelle et de ces interprétations peuvent naître des croyances profondes. Ces croyances, en devenant des piliers de notre perception du monde, peuvent être à l'origine de conflits internes qui eux-mêmes génèrent de l'angoisse. Pour faire face à cette angoisse, le psychisme met alors en place des mécanismes de défense. Ces mécanismes permettent d'apaiser cette angoisse, mais souvent au prix d'une distorsion de la réalité perçue et interprétée. Nous avions également vu que, dans la psychose, le rapport à la réalité est beaucoup plus altéré. Le déni ou la déformation de la réalité objective peut alors laisser un vide psychique insupportable. Face à ce vide, le sujet élabore un délire, une tentative pour reconstruire une cohérence interne et pour comprendre le monde qui l'entoure. Ce délire, bien qu'il offre un certain apaisement, ne fait que dégrader davantage la perception et l'interprétation de la réalité objective. En revoyant la vidéo 109, je me suis rendu compte que certains points méritaient d'être approfondis. Notamment, je n'avais pas suffisamment expliqué comment, dans la névrose, les mécanismes de défense peuvent altérer la perception et l'interprétation de la réalité objective. De même, je n'avais pas détaillé comment, dans la psychose, le délire, en comblant le vide psychique, entraîne une dégradation encore plus marquée du lien à la réalité. C'est pourquoi, dans la vidéo de ce soir, nous allons tenter d'éclaircir ces questions. Nous aborderons deux axes principaux. D'une part, comment les mécanismes de défense dans la névrose et le délire dans la psychose transforment rétroactivement la perception et l'interprétation de la réalité objective. D'autre part, en quoi ces distorsions diffèrent entre ces deux structures psychiques. Je tiens à préciser, comme toujours, que je ne suis ni médecin ni spécialiste. Ce que je partage ici repose sur ma compréhension personnelle, enrichie par mon vécu et mes expériences. Mon objectif est avant tout de vous sensibiliser à ces questions complexes et d'ouvrir un espace de réflexion et d'échange. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo 109, je vous invite à la regarder, que ce soit avant ou après celle-ci, selon votre préférence. Les deux vidéos se complètent et peuvent être visionnées dans l'ordre qui vous convient. Le lien vers la vidéo 109 est disponible dans le descriptif ci-dessous. Dans la névrose, nous avons vu que les mécanismes de défense ont pour rôle de réduire l'angoisse générée par le conflit psychique. Et ils y parviennent de deux manières. D'une part, en chassant directement le désir de la conscience par le refoulement, c'est-à-dire en le repoussant dans l'inconscient. D'autre part, en renforçant les forces s'opposant au désir dans le conflit, à savoir les croyances du sujet et les valeurs morales qu'il a intériorisées durant l'enfance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce renforcement des croyances et des valeurs morales, visant à étouffer le désir, se fait par le biais d'une perception et d'une interprétation erronée de la réalité. En effet, les mécanismes de défense, bien qu'essentiels pour protéger le sujet de l'angoisse, modifient la manière dont le sujet appréhende et interprète la réalité objective, de telle sorte que les croyances et les valeurs morales du sujet s'opposant au désir se trouvent renforcées dans le conflit. Dans la névrose, la distorsion de la réalité ne réside donc pas dans une altération de la réalité elle-même, mais dans une perception et une interprétation faussée de celle-ci, servant en bout de chaîne à étouffer toujours plus le désir. Il faut aussi noter que ces croyances, consolidées par la perception et l'interprétation erronée des événements réels, agissent en retour comme un filtre qui altère également la perception et l'interprétation du réel. Dans la névrose, tout est fait pour étouffer le désir et entraver sa satisfaction. La réalité objective demeure présente, mais elle est perçue à travers le prisme psychique du sujet, ce qui en modifie l'interprétation. Prenons maintenant un exemple concret me concernant pour illustrer comment, dans la névrose, les mécanismes de défense et les croyances biaisent la perception et l'interprétation de la réalité. Suivez bien la numérotation des étapes que je vais vous indiquer. Comme je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai grandi avec un père tyrannique et agressif envers mes frères, et je voyais quotidiennement ma mère épuisée par cette situation. Ces faits constituent la réalité objective, étape numéro 1.
c'est-à-dire les événements réels que je percevais, étape numéro 2. Cependant, en tant qu'enfant, j'interprétais l'épuisement moral de ma mère comme un épuisement physique, donc comme un déclin de sa santé. Je ne faisais alors aucune distinction entre ces deux types d'épuisement. Voilà ma réalité psychique, étape numéro 3. De cette interprétation est née une croyance. J'étais persuadé que ma mère allait tomber gravement malade et je vivais dans la peur constante pour sa santé. Cette croyance entrait en conflit avec mon besoin profond, presque vital, de la voir en paix et tranquillisée, étape numéro 4. Ce conflit interne a généré une forte angoisse. La peur que ma mère tombe gravement malade, étape numéro 5. Pour gérer cette angoisse insupportable, mon psychisme a activé un mécanisme de défense particulier, le déplacement, étape numéro 6. Concrètement, ce déplacement a opéré à mon insu. L'objet de mon angoisse, la santé de ma mère, s'est déplacé sur ma propre santé. Cette substitution inconsciente visait à rendre l'angoisse plus supportable. En d'autres termes, pour que je puisse supporter l'angoisse, je me suis mis à craindre pour ma propre santé. Mais cette stratégie psychique a eu un coût. Elle a fait naître chez moi une obsession et une phobie des maladies sexuellement transmissibles. Ce mécanisme de défense a profondément altéré ma manière d'assimiler la réalité. Étape numéro 7. Je percevais certaines situations comme dangereuses, craignant d'attraper un virus, alors qu'en réalité, elles ne présentaient aucun risque. Malgré ça, il m'était impossible de me raisonner. Ainsi, les interprétations erronées de ces situations ne nourrissaient plus ma croyance initiale que ma mère allait tomber malade. Désormais, elles renforçaient une nouvelle croyance, celle que moi, j'allais contracter un virus et tomber malade. Ce mécanisme de déplacement avait donc un double effet. Il biaisait ma perception et mon interprétation de la réalité objective, et il renforçait ma nouvelle croyance. Cette croyance, à son tour, agissait comme un filtre. Rétroactivement, elle orientait ma perception et mes interprétations dans son sens à elle, c'est-à-dire dans le sens de ma croyance d'être malade. Étape numéro 8. Ce qui entretenait la perception et l'interprétation erronée de la réalité objective. Cet exemple illustre bien à quel point la névrose peut mobiliser une énergie considérable pour gérer l'angoisse en maintenant coûte que coûte son fonctionnement psychique dans le but final d'étouffer le désir. Si ce sujet vous intéresse, je détaille davantage la naissance de ma phobie liée au déplacement de l'angoisse dans la vidéo numéro 8 de la chaîne. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Pour conclure sur la névrose, les mécanismes de défense, qu'il s'agisse du refoulement, de la rationalisation ou du déplacement, jouent un rôle central. Ils réinterprètent les événements extérieurs pour renforcer les croyances et pour rendre l'angoisse plus supportable. Cependant, cette adaptation se fait souvent au prix d'une altération de la perception et de l'interprétation de la réalité. Le fonctionnement de la névrose entretient une boucle entre croyances, conflits internes et mécanismes de défense. Cette boucle n'efface pas la réalité objective. Je veux dire que le sujet ne se coupe pas du réel, mais elle transforme profondément sa perception et son interprétation pour les rendre compatibles avec ce que son psychisme peut tolérer. Dans la psychose, la distorsion de la réalité prend une forme bien différente, car le lien même entre le sujet et la réalité objective est profondément altéré. Alors que dans la névrose, la réalité reste présente, bien que perçue et interprétée de manière biaisée, dans la psychose, la distorsion résulte d'un effondrement du lien au réel. Le sujet ne parvient plus à intégrer la réalité extérieure de manière cohérente, ce qui entraîne une perte de repères fondamentaux. Ce déséquilibre provoque un vide psychique insupportable, car il prive le sujet d'une base stable pour comprendre et interpréter le monde. Face à ce vide, le délire intervient comme une tentative de recréer une cohérence interne. Le délire ne se contente pas de réinterpréter la réalité comme dans la névrose, mais il remplace la réalité objective par une réalité subjective qui peut être totalement déconnectée du réel. Prenons l'exemple d'un délire paranoïaque. Un individu psychotique qui se sent persécuté peut construire une vision du monde où chaque regard, chaque mot ou chaque événement semble confirmer son idée d'être surveillé ou menacé. Ce délire offre une certaine cohérence au sujet, car il lui permet de donner un sens à ce qu'il perçoit. Mais en même temps, il l'éloigne encore davantage de la réalité objective.
en établissant une nouvelle réalité entièrement subjective et donc non partagée. Dans la psychose, ce processus dépasse la simple déformation du réel. Le délire devient une reconstruction totale, où la réalité extérieure est niée ou remplacée. Le sujet évolue alors dans un univers qu'il est le seul à percevoir comme cohérent. La distorsion de la réalité diffère profondément entre la névrose et la psychose, tant dans ses causes que dans ses conséquences. Dans la névrose, la distorsion de la réalité vient d'une perception et d'une interprétation faussée de la réalité objective. Cette interprétation reste en accord avec les croyances profondes du sujet, lesquelles sont façonnées par des conflits internes et des mécanismes de défense. Néanmoins, la réalité objective demeure présente. Elle est toujours prise en compte, mais elle est modifiée par le prisme psychique du sujet. Dans la psychose, en revanche, la distorsion de la réalité résulte d'un effondrement du lien au réel. Le délire agit comme une tentative désespérée de combler un vide dans la réalité psychique et de recréer une cohérence interne. Mais cette cohérence se fait au prix de l'abandon de la réalité objective. La réalité extérieure est remplacée par une réalité subjective par le prisme de la logique du délire. Cette réalité subjective est donc déconnectée du monde partagé par les autres. Ainsi, alors que la névrose modifie la perception et l'interprétation du réel pour la rendre compatible avec les croyances internes, la psychose va jusqu'à dénier le réel pour reconstruire entièrement une nouvelle réalité subjective. Cette exploration des mécanismes de distorsion de la réalité dans la névrose et la psychose nous montre à quel point ces deux structures psychiques diffèrent dans leur rapport au monde extérieur. Comprendre ces mécanismes nous rappelle à quel point notre perception de la réalité est façonnée par notre psychisme. Que ce soit pour nous ou pour nos proches, cette connaissance peut être un pas vers davantage de compréhension et de compassion. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces notions complexes. Si vous avez des remarques, des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Aussi, si cette vidéo vous a captivé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous.